Déjà, j'ai ressenti une énorme satisfaction d'avoir pu les accompagner, choisir une autre voie d'orientation pour aller beaucoup plus dans l'aide aux personnes. Il était complètement paralysé. Bienvenue sur Rooftop. Dans ce premier épisode, on reçoit Vanessa Montaron qui est art thérapeute sur Dijon. Elle va nous parler un petit peu d'elle et de l'art thérapie en général. Je te laisse te présenter. Ça marche. Enchanté Vanessa. Enchantée. Eh ben écoute, moi je suis devenue art thérapeute il y a environ 10 mois, je dirais, où j'ai vraiment ouvert mon cabinet. J'ai suivi au préalable une formation à Tours et puis aussi une formation par correspondance. Donc sur 2 sites de formation différents. C'était une formation qui m'avait été financée et que j'avais sollicitée parce que je suis enseignante en lettres, histoire, géo. Et je souhaitais vraiment répondre à un besoin qui se faisait de plus en plus croissant par rapport au harcèlement scolaire, au décrochage scolaire. Et j'avais constaté de l'intérêt de l'art-thérapie, donc je me suis lancée dans cette formation. Je suis maman de 3 garçons. Je suis veuve depuis quelques années. Et puis, c'est vrai que les différents péripéties de ma vie m'ont amené petit à petit à choisir une autre voie d'orientation pour aller beaucoup plus dans l'aide aux personnes, tout simplement. Donc c'est plutôt ça qui t'a orienté vers l'art-thérapie. Quand on a perdu mon mari, les garçons ont subi donc le traumatisme mais à des degrés différents et l'accompagnement thérapeutique a été différent pour les 3. Et pour Théo, on a rencontré donc un art thérapeute. J'ai pu constater du bien fondé de l'art-thérapie. J'étais enseignante en lettres, histoire, géo. Je faisais beaucoup de théâtre parce que je suis aussi enseignante en théâtre. J'avais pu constater l'intérêt du théâtre pour des élèves qui étaient en mutisme ou qui étaient très isolés, très timides. Et bien là, pour vraiment un accompagnement par rapport au deuil, ça a été d'une efficacité incroyable. Et toi, tu connaissais pas l'art-thérapie avant tout ça? Alors, pas sous cette forme-là, c'est-à-dire j'avais entendu dire que certains artistes faisaient un accompagnement artistique et que ça pouvait apporter du bien-être. Et c'est vrai qu'on avait toujours considéré que l'art pouvait vraiment avoir des résultats efficaces sur le bien-être, sur la sérénité, sur le fait du lâcher-prise. Mais j'avais jamais vu la prise en charge médicale, thérapeutique réellement. Et puis ça a été avec mon fils où j'ai pu constater de tout ça, quoi. Ok, t'en as pensé quoi de l'art-thérapie en général? Si ça devait être une phrase. Pour moi, ça a été pour lui incroyable. Okay. C'était vraiment un enfant qui était très réservé. Et la première fois où j'ai rencontré son art thérapeute, à la fin de la consultation, j'y allais pour qu'il parle un peu plus. Et je lui dis, est-ce qu'il a un peu plus parlé? Parce qu'il rentrait vraiment dans un mutisme. Et il me dit, mais pourquoi c'est important? Et j'avoue que ça m'a interrogée. Je me suis dit, mais ok. Enfin, j'étais assez dubitative en tout cas. Et au fur et à mesure des séances, mon fils se souriait de plus en plus, était de plus en plus à l'aise, acceptait d'aller de plus en plus à l'école sans avoir la boule au ventre. Enfin, il y avait vraiment un résultat. Et malgré tout, je voyais pas forcément. Et puis un jour, je lui ai posé réellement la question. Je lui ai dit, mais quand tu vas en séance, je dis, je sais pas exactement comment ça se passe, mais ça me fait du bien. Ok, et puis pour quelqu'un qui nous écouterait là maintenant, tu définirais l'art-thérapie comment en fait? Eh bien, pour Théo, ou même pour d'autres, c'est vraiment rapporter un bien-être dans un état, tu vois, un peu affaibli ou un peu attristé ou qui a subi des obstacles ou des traumatismes. Je pense que l'art-thérapie, il apparaît vraiment comme comme son nom l'indique, comme une thérapie qui doit faire revivre, faire renaître ce goût de la vie, ce bien-être que l'on a et que l'on a perdu parce que les différentes épreuves de la vie nous ont amenés à ça. Et je le définirais comme ça. Et puis surtout, c'est un moyen thérapeutique par là, c'est-à-dire qu'on utilise énormément de médiums artistiques pour permettre aux patients de retrouver ce bien-être. Ok, donc c'est à partir de ce moment-là, du coup, toi, tu as décidé de te réorienter ou du moins de t'orienter dans l'art-thérapie. Oui, alors j'ai subi aussi du harcèlement professionnel. Alors je sortais déjà d'un premier traumatisme personnel et puis en plus de ça, je subissais un traumatisme professionnel. Je me sentais un peu, plus forcément à ma place. Et j'avais de plus en plus de jeunes qui échangeaient avec moi et que je voyais en mal-être. Et puis je trouvais que le système qu'on avait était pas forcément, répondait pas forcément à ces besoins-là. Et comme j'avais déjà exploité le théâtre, par ailleurs, j'avais créé une pièce de théâtre avec 48 jeunes
et que ça avait eu un résultat sensationnel, j'ai une amie qui a une association qui m'a proposé de travailler avec des femmes qui avaient subi des violences. Donc j'ai accepté. J'ai travaillé avec elle pendant 3 mois et demi à peu près, ou 4 mois. Et j'ai mis en place le théâtre uniquement. Okay. Il n'y avait que ce médium artistique là. Et j'ai pu constater qu'on avait des jeunes femmes qui au départ ne parlaient pas du tout, qui étaient très isolées, qui étaient encore très manipulées, sous emprise. Et puis au bout de 4 mois, certaines ont décidé à partir, ont demandé des aides à certaines associations pour les accompagner, pour s'extraire en fait de ce milieu toxique. Et j'ai pensé que c'était... voilà. Déjà, j'ai ressenti une énorme satisfaction d'avoir pu les accompagner à leur rythme, parce que j'ai vraiment pris le temps avec chacune de les accompagner à leur rythme à elles. Et puis j'ai trouvé le résultat tellement beau en fait. C'était beau de voir que ces femmes-là qui pensaient ne pas réussir à faire quoi que ce soit, elles avaient eu enfin l'envie de faire une action qui pouvait leur permettre peut-être de sortir de cette toxicité. Et donc là, pour rebondir sur cette pièce de théâtre que tu avais créée, ça sort de ta tête. Ouais. Ouais. Oui, en fait, on est un groupe. Enfin, je travaillais dans un groupe scolaire assez conséquent, et puis donc on a des écoles élémentaires avec nous. Et moi, j'étais dans un établissement où je n'avais que des élèves garçons qui préparent le bac, donc c'est des adolescents. Et j'avais une amie professeure des écoles et je lui dis ce serait cool qu'on fasse un projet théâtre. Elle savait que je faisais beaucoup de théâtre, que j'aimais beaucoup le travestissement, les masques, enfin voilà. Et puis elle me dit bah oui, pourquoi pas. Et donc on a décidé toutes les deux de mettre ça en commun, en se disant écoute, on va faire une écriture à 4 mains. Donc les CM1 ont eu comme travail de choisir un personnage. Donc ils étaient limités, c'était soit des fruits et des légumes au départ. C'était vraiment pour moi me permettre après d'écrire une pièce. Et puis mes jeunes, ils étaient contraints eux de raconter un événement traumatisant, puis plutôt un événement positif. Et on a rassemblé un petit peu les écrits de tout le monde. Les élèves de CM1 avaient été très, très imaginatifs. Ils avaient créé des choses, ils avaient même dessiné. Enfin, j'ai gardé les croquis d'ailleurs parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'ai mis 1 mois et demi à peu près pour créer 7 tableaux. Okay. Ça s'intitulait Le conte de ma vie. Et puis, c'était l'histoire d'un jeune qui avait perdu un de ses parents. Alors, on ne sait pas s'il était mort, c'était un peu le mystère, mais qui cherchait. Et puis, sa mère le voyait sortir la nuit. Et on pensait qu'il faisait n'importe quoi. En définitive, il commençait à se perdre. Il commençait à se perdre dans les fléaux de la vie, avec toute la noirceur de la société. Et il rentre dans un monde imaginaire très coloré, donc avec nos petits CM1. J'avais fait les maquillages de quasiment tout le monde. J'avais passé ma journée à maquiller tout le monde. J'avais des cerises, des pommes, enfin voilà. Ils avaient j'avais des fleurs aussi. J'avais une jeune fille qui avait créé avec ses parents tout son costume en papier crépon. Enfin, ils étaient vraiment très investis. C'est une pièce qui a duré environ 1 heure. Ah, quand même. Ouais. Et tu l'avais tournée où ? Dans mon établissement. Okay. On avait une salle de théâtre et puis on a réuni environ 250 personnes. Ah ouais. La salle était pleine. Il y avait beaucoup de trac, j'avoue, parce que voilà, on n'a fait qu'une représentation parce que c'était avant le confinement du Covid. Donc on l'a fait en février 2020. Puis après on a été confinés. Mais vraiment, l'intérêt de tout ça quand même, c'est que quelques années plus tard, j'ai revu mes élèves qui ont grandi et puis on a fait une sortie avec les anciens. Donc, et sur ces 3 ans, parce que je les ai eu 3 ans, la seule chose qu'ils conservent, c'est cette pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'ils sont montés sur scène, ils étaient grimés, hein. Je les avais maquillés, enfin, ils ont joué leur rôle, ils ont appris leur texte et tout. Ils ont créé même des liens avec les CM1, c'est-à-dire qu'ils leur ont donné des conseils. Enfin, et quand tu leur dis qu'est-ce que tu as retenu du français en 3 ans, ils te disent la pièce de théâtre. Et ils ont même, lors de cette rencontre, ils ont même réussi à me redire des phrases du texte. Il y avait une petite chanson, ils ont refredonné la chanson. Et des élèves de CM1 qui étaient très timides, pour la peine, ont dépassé cette réserve-là. Il y en a certains qui ont même choisi en option au collège l'option théâtre. Okay. Donc c'était top. Et aujourd'hui, donc, tu t'es lancée depuis 10 mois. On peut te retrouver où ? Alors, je le fais à domicile. Okay. J'ai ouvert mon cabinet à domicile, mais je peux aussi intervenir dans des structures. Je l'ai déjà fait parce que lors de ma formation, j'ai dû faire un stage, donc je suis intervenue dans des structures aussi. Je suis intervenue aux apprentis d'Auteuil sur Dijon. Donc, on peut me retrouver sur Dijon très facilement. Je suis à côté du centre d'Ivio, donc je suis accessible par le biais des transports en commun. Mais je peux aussi intégrer certaines structures
tels que les EHPAD ou les IME. Alors, je reçois en individuel. Maximum, on peut recevoir 4 personnes vraiment en collectif, mais c'est vrai que la prise en charge individuelle, elle est intéressante parce qu'elle permet de vraiment mettre en place tout un protocole de soins et de prendre le temps d'utiliser vraiment le médium artistique qui est nécessaire pour le patient qui est face à toi. Donc, en individuel, c'est vraiment très bien. Pour ceux qui le voudront, je mettrai en lien les réseaux sociaux et le site internet de Vanessa pour la retrouver. Et aujourd'hui, toi, quel type de personne vient te voir et surtout, quels sont les bienfaits qu'elle recherche quand elles viennent? Alors, en général, les adolescents qui viennent me voir sont envoyés par les parents. Parce que les parents m'appellent en me disant mon fils ou ma fille subit du harcèlement scolaire. C'est souvent le cas, parce que c'est vrai que c'était un peu ma base, entre guillemets. Avec les apprentis, j'ai travaillé avec des jeunes qui étaient en décrochage scolaire. Et puis, c'est vrai que c'était un public qui m'intéressait du fait de mon enseignement, que je côtoyais en fait ce public-là et que je pouvais voir aussi comment ça fonctionnait, puisque moi-même, ayant subi du harcèlement, je voyais aussi le harcèlement à quel point il pouvait détruire une personne. Et ça m'a même permis vraiment de redéfinir le harcèlement avec une vision de l'intérieur, c'est-à-dire de l'avoir vécu. J'ai pu constater que, parce que je comprenais pas, puis souvent, il y avait le questionnement des parents, comment un enfant peut arriver à se suicider en 30 secondes, il était bien, il se suicide. Et d'avoir vécu ce harcèlement, j'ai souvent dit que c'était comme un virus, c'était quelque chose qu'on a à l'intérieur, qu'on a l'impression qu'il est en latence, il n'est pas réveillé et que tout d'un coup, ça nous explose comme ça à la figure. Et en fait, les parents sont démunis, la structure scolaire est démunie. Et donc, actuellement, c'est principalement des élèves en décrochage ou en harcèlement scolaire qui viennent me voir. Mais j'ai aussi eu des personnes qui étaient en burn-out, qui étaient en reconversion professionnelle, qui avaient subi des traumatismes, soit parce qu'elles avaient été violentées à l'intérieur même de leur travail, soit parce que, au contraire, c'était un burn-out lié à une non-existence au sein de leur famille. Et donc, elles reviennent chercher cette reconnexion à elles-mêmes avec cette idée-là d'apprendre petit à petit à retrouver goût à la vie, à se remettre en activité, à se sentir en sécurité, même dans des situations qui peuvent ne pas être sécurisantes. Enfin, vraiment à retrouver, on va dire, un enracinement. Alors moi, je parle d'ancrage parce que je vais souvent utiliser ce vocabulaire-là. C'est pas un vocabulaire d'art-thérapie, c'est vraiment un vocabulaire énergétique pour moi, mais c'est important parce que c'est aussi comme cela que je fonctionne. C'est-à-dire pour moi, le corps est aussi énergie, c'est très important et on vient chercher un bien-être, on vient reconnecter aussi, je parle souvent des chakras, on vient reconnecter ces chakras-là et le médium artistique est vraiment un outil qui va nous permettre petit à petit de retrouver ce bien-être-là. Ok, donc du coup, tu reçois vraiment tout type de profil avec des âges totalement différents. Oui, on m'appelle pour prendre rendez-vous. Je demande souvent la date de naissance, parce que c'est important. Ça me donne quelques indications, parce que ça me permet de voir aussi en numérologie un petit peu ce qu'il en est. Et puis, j'essaie d'avoir un petit peu le contexte, parce qu'il y a quand même tout l'aspect systémique. C'est-à-dire, vous venez me voir, souvent on ne verbalise pas. C'est-à-dire que les personnes me disent, j'ai envie d'un rendez-vous, c'est très bien. On fait une première séance qui dure 1h30, qui me permet, moi, vraiment d'observer la personne, et puis de pouvoir après mettre en place un protocole d'accompagnement, un protocole de soins avec différents médiums artistiques qui vont évoluer au fur et à mesure de l'évolution de la personne. Ok. Et est-ce que tu aimerais déconstruire des idées reçues que les personnes ont sur l'art-thérapie? Alors, il y a plusieurs art-thérapies en plus, parce que donc on a l'art-thérapie classique, on va dire, qui est vraiment liée un peu à la psychanalyse, à Freud. Alors, j'aime beaucoup Freud, que j'ai beaucoup lu, parce que ça m'intéresse. Et puis, on a l'art-thérapie moderne qui va vraiment être là pour exploiter, on va dire, le médium artistique pour retrouver donc ce bien-être. Je vais dire que je fais pas un mix des deux. J'aime pas trop le système où tu rentres dans une case, tu corresponds à ça. Normalement, l'art-thérapie moderne, nous n'analysons pas l'œuvre qui nous est donnée. La personne, elle ne vient pas pour faire une activité artistique. Okay. Il y a vraiment un protocole de soins. C'est-à-dire, je ne peux pas lui dire « Oh tiens, aujourd'hui, comment tu te sens? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Non. Derrière moi, il y a tout un travail. C'est-à-dire que quand elle va venir, je vais tout observer. Je vais observer son positionnement, je vais observer sa tenue vestimentaire, je vais observer son attitude. Ça va me créer des caractéristiques qui vont me permettre en fait de créer un protocole. Et puis derrière, de pouvoir me dire « Ah tiens, là, j'aurais besoin un peu d'un lâcher-prise. Je vais aller chercher un médium qui va me permettre de lâcher prise. » Et
Au fur et à mesure, on va s'adapter. J'ai une collègue qui me disait aux apprentis d'Auteuil elle avait déjà travaillé avec un art thérapeute. Elle me dit, mais tu ne fonctionnes pas du tout pareil. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que l'art thérapeute avec qui j'ai fait travailler, il arrivait, il avait sa peinture, parfois il faisait de la peinture. Bon, elle m'a dit, j'avais plus l'impression que c'était une activité artistique, une animation. Et puis derrière, la fois d'après, il revenait, mais ça changeait pas vraiment grand-chose. Elle me dit, toi, tu es minutieuse, tu observes, en fait, tu observes tout. Moi, je vais observer, par exemple, quelqu'un qui va venir avec de l'eczéma. Ça m'est déjà arrivé. Je vais observer pendant la séance combien de fois elle se gratte. Où est-ce qu'elle se gratte. Et ça, je le note. La fois d'après, combien de fois elle se gratte. Où elle se gratte. Je le note. Et jusqu'à où, en fait, jusqu'à quand elle arrête de se gratter, parce que ça va être aussi un curseur pour moi. Et donc, elle me dit, c'est vrai que tu fournis un bilan, tout ça. Je lui dis, écoute, c'est comme ça que j'ai appris. Parce que c'est vrai que j'ai fait l'école à Tours, la Fratapen, qui est un centre de formation. J'ai eu une formation sur 2 modules. Je n'ai pas pu continuer parce que je devais reprendre, puisque c'était en congé de formation, donc je devais reprendre à l'établissement où j'étais. Et ça a été une formation qui a été pour moi très minutieuse, qui a été... ils sont très consciencieux. On a vraiment un aspect très médical. On a vraiment des cours magistraux qui sont très intéressants. Enfin, tout a été développé, c'est-à-dire c'était vraiment une formation qui était exhaustive. Et je me suis retrouvée étudiante, mais dans une formation qui a été faite en quelques mois, mais qui a été hyper dense, hyper complète. Et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié leur méthode de travail. J'ai apprécié la vision qu'ils donnaient de l'art-thérapie. Et puis, je me suis dit, mais en fait, moi, je veux ça. Enfin, je veux aussi transmettre cette image-là. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai aussi fait un complément avec une formation par correspondance pour être sûre aussi d'avoir une autre validation. Mais parce que il aurait fallu que je fasse le DU en art-thérapie. Mais du fait que j'avais pas été jusqu'au bout du protocole scolaire, c'est vrai que j'étais un peu pénalisée. Donc, voilà, j'ai fait aussi cette formation en complément. Mais la formation que j'ai eue initialement était très dense et je voulais absolument ce côté-là. Donc, c'est vrai que je n'envisage pas l'art-thérapie autrement. Et une séance type avec toi, comment tu la déroules? Sous combien de séances? Alors, on peut pas dire, tu vois, avant que la personne arrive, je vais avoir tant de séances. C'est pas possible. La première séance chez moi, elle fait toujours 1h30. 1h30, des fois, je déborde. J'ai besoin en fait d'analyser le positionnement. Donc, on va dire que la première séance, elle se passe peut-être à peu près tout le temps pareil. Ça va vraiment, on va dire, être une base qui va me permettre, comme des racines, qui va me permettre de pouvoir mettre en place toute la suite. On va travailler avec du photolangage. Je vais travailler avec, je leur demande de créer un portrait. Parfois, je vais travailler avec la photographie, c'est eux qui vont photographier. Je vais leur demander aussi de travailler parfois la terre, parce que si on a un peu de temps, ça dépend aussi des personnes. Certaines personnes vont passer 20 minutes sur une activité, d'autres vont en passer 45. Et puis, parfois, je vais avoir un patient qui va rester 45 minutes à me ranger tout l'atelier. Ça arrive, ça m'est arrivé en fait. Donc, tu prends, c'est comme ça, c'est OK. Il faut savoir que les personnes, souvent les adolescents qui viennent me voir, qui ont subi du harcèlement, ils ont rencontré des psychologues qui leur ont souvent posé la question: comment s'est passée l'école, comment ça va. Et puis au bout d'une heure, quand ils sortent, ils ont souvent cette réflexion-là de dire j'ai reparlé en fait, j'ai réévoqué ce que je subis tous les jours au fond de moi. Moi, quand ils arrivent dans l'atelier, je ne pose pas la question, on part toujours sur une partie saine. Je ne travaille jamais sur quelque chose qui n'est pas sain, c'est-à-dire qui les mettrait en défaut. Jamais. Donc, quand les parents m'appellent et me disent, par exemple, ils subissent du harcèlement scolaire, je ne pose jamais la question comment ça se passe à l'école. Tu te sens bien à l'école? Ça va? Tu as des copains? Tu te sens comment quand tu vas à l'école? C'est parce que c'est des questions tu vas avoir un regard fermé, tu vas avoir... Et peut-être parfois, il n'a même pas envie de parler. J'ai fait une séance, une des premières séances, la personne, elle n'a pas parlé pendant 1h30. La seule chose qu'elle a dû me dire, c'est est-ce que je peux prendre le rose au lieu du rouge? Enfin, tu vois, quelque chose un peu comme ça. Et c'était parce qu'on lui a fait voir une psychologue, parce qu'on lui avait fait voir d'autres thérapeutes, et puis qu'on lui avait demandé de verbaliser, et qu'en fait, elle en était incapable. Et là où c'est quand même, cette première rencontre, c'était quand même assez exceptionnel, parce que c'était vraiment au début du cabinet. La maman
Donc, elles repartent. La jeune fille, je lui dis, donc je fais un petit bilan avant qu'elle parte. Je lui dis, t'as apprécié la séance? Elle me dit, oui, c'était bien. Bon, elle me regarde pas, hein, très fermée. Bon, je suis contente. Elle me dit que ça s'est bien passé. Elle va pour partir. Elle me dit, ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu besoin de parler. Ok. Je lui dis, ok. Et puis, quelques heures après, je reçois un message de la maman qui me dit, je ne sais pas ce que tu as fait. C'était une amie. Hein. Je ne sais pas ce que tu as fait. Elle me dit, ma fille qui n'était pas venue en course avec moi depuis des mois, a bien voulu m'accompagner. Elle m'a même demandé, elle me dit, elle a souri dans le magasin. C'est impressionnant quand même. Et on n'avait fait que la première séance. Et là, tu vois, c'est une prise en charge qu'on a fait sur 4 ou 5 séances, je crois. 4 séances peut-être. Donc, c'était une amie, donc c'était différent parce que on avait un peu plus le temps. Enfin, il n'y avait pas ce côté-là de la séance très protocolaire. Moi, j'avoue que de toute façon, j'ai beaucoup de mal à dire à un jeune quand il est dans son activité, on arrête, parce qu'il y a toujours ce petit moment. C'est nécessaire, hein, mais ça donne des indications aussi. Mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué. Et la prise en charge, je te dirais que il y a certains qui vont en 2 séances avoir déjà réactivé des choses parce que ils étaient déjà très manuels et puis que hop, ça rebooste et qu'à la 3e, ils se disent bon bah c'est ok, maintenant je peux le faire tout seul, de retrouver ce goût de la vie. Donc ça peut aller très vite. Il y a des personnes qui, parce qu'il y a de l'eczéma, parce qu'il y a une phobie qui est quand même assez importante, vont avoir besoin de plus de temps. J'ai déjà fait 7 à 8 séances, tu vois, pour des phobies qui étaient très ancrées. Donc, voilà, ça dépend vraiment de la personne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir qu'au bout un certain nombre de séances, tu te dises, bon, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas faire plus? Alors, j'ai pas ressenti ça. J'ai pas ressenti ça, en tout cas, en art-thérapie. J'ai pas senti de lassitude, je n'ai pas senti de frustration. Quand ils arrivent au cabinet, c'est vraiment leur espace. C'est-à-dire que le patient, il est vraiment dans un lieu qui est sécurisé pour lui et dans lequel il va prendre petit à petit ses marques. J'ai jamais eu de patient qui n'avait pas envie. C'est vrai que j'ai eu cette chance-là. Alors j'ai eu des patients qui étaient réticents à une activité, donc tu l'amènes différemment. C'est-à-dire que parce que ils ont pas envie, hein. Donc ils vont traîner des pieds, mais ils vont traîner des pieds et des mains. C'est-à-dire qu'ils vont pas utiliser tel médium, ils veulent pas utiliser telle peinture. C'est pas grave en fait. L'avantage, et d'ailleurs c'est ce qu'un patient m'a dit, dans le cabinet, il y a plein de solutions. Il n'y a jamais de problème. Donc celui qui veut pas utiliser de peinture, on fait de la peinture propre, c'est pas grave. On va faire de la peinture, mais de manière détournée. Tu vois. Et ça va par contre me donner une indication. Il veut pas avoir les mains sales. Hop, je note. Il veut pas avoir les mains sales. Tu vois, c'est un critère. En fait, il y a jamais de négatif. C'est-à-dire que, puisqu'en plus on travaille avec le bien-être, il y a toujours du positif à retirer. Et c'est vrai que les résultats, en général, c'est souvent les adultes qui se rendent compte que ils n'ont plus envie. Donc c'est ok. C'est-à-dire que à la fin, je leur donne un bilan même des séances qu'on a fait avec un petit peu leur évolution, les critères qui ont été évalués. J'avoue que je suis un peu lente parce que j'aime bien que les choses soient bien faites. Donc, je leur remets vraiment toutes les séances avec des petites photos de ce qu'ils ont eu et puis les différents critères. Donc, et puis, comme ça, si un jour ils veulent l'exploiter ou ils veulent revenir, je sais à peu près où on en était. Peut-être qu'il y aura eu des choses qui auront changé. Donc, on repart avec une nouvelle fiche en fait de présentation. On parle d'anamnèse parce qu'il y a cet aspect médical. Hein. Je leur dis aussi, il y a aussi le secret médical. C'est-à-dire quand ils viennent, je ne parle pas non plus de tout ça, quoi. C'est quoi une anamnèse? L'anamnèse, c'est vraiment ma feuille de route, entre guillemets. Si on va simplifier, en général, on le fait beaucoup dans la sphère médicale. Donc, on va mettre en place l'état civil de la personne. On va mettre en place si elle a une pathologie, si elle a eu un traitement médicamenteux aussi, parce que c'est important, okay. Ça peut jouer. Moi, par exemple, il y a eu des informations quand j'étais en stage qui ne m'avaient pas été données. Sur des pathologies qui m'avaient été cachées, la prise en charge est différente parce que tu as une réaction, tu comprends pas, et puis quand on t'avoue la pathologie, tu dis en fait maintenant je comprends, mais on me l'avait pas dit. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que la première séance, elle permet aussi de mettre à plat ça, parce que moi ça me permet aussi de ne pas faire d'erreur, parce que on peut toujours faire une erreur, hein. Il y a déjà eu des activités, ça fonctionne pas, t'en fais une autre ou ça arrive. Mais quand on a une pathologie qui est quand même conséquente avec un traitement médical et que le traitement médical n'est pas pris, ça fonctionne comme un psychologue, par exemple. J'ai besoin quand même de savoir d'où je pars. Oui. Donc, l'anamnèse, c'est ma feuille de route. C'est ce qui va me permettre vraiment de pourquoi vous venez, les causes, l'aspect systémique, ce que je te disais tout à l'heure, les goûts, hein, ce qui les intéresse, ce qui ne les intéresse pas. L'aspect physique aussi, je vais noter un petit peu des éléments. Comme tout à l'heure, je te disais l'eczéma. Voilà, c'est ma feuille de base.
Et tu aurais à nous partager une expérience qui t'a marqué en 10 mois? Et très honnêtement, c'était pendant mon stage et donc j'avais des gamins qui étaient en décrochage scolaire, qui avaient été en phobie scolaire, très important, et qui avaient été pour la plupart enlevés du système scolaire. Et puis, donc la personne, elle avait une vingtaine d'années quand même, hein. Donc elle avait décroché depuis un petit moment du cursus scolaire. Et donc l'idée, c'était de lui trouver un stage. Et puis, moi, j'avais déjà fait une animation théâtre. J'avais fait une animation artistique où j'avais vraiment un groupe de 15 personnes, je crois. Et où là, on a fait 3-4 séances comme ça d'animation théâtre. Puis moi, je l'avais repéré. Je m'étais dit, il y a quelque chose à faire parce que il était très à l'aise au théâtre. Il parlait beaucoup, etc. Puis en dehors du théâtre, il y avait une fermeture qui était quand même assez intrigant. Et je propose de faire des séances avec lui. Et en fait, il avait une phobie scolaire, mais qui s'était même changée en phobie sociétale. C'est-à-dire que on ne pouvait pas lui proposer de contrat professionnel avec qui que ce soit, parce que dès qu'il avait un rendez-vous professionnel, il se terrait dans sa chambre et il ne pouvait plus bouger. C'est-à-dire qu'il était complètement paralysé et ça pouvait durer une semaine entière, 10 jours. Et on l'appelait, etc. Et en fait, il ne donnait plus signe de vie pendant 10 jours, quoi. On a pris en charge, on fait différents ateliers et tu le vois, en fait, l'évolution. Première séance, en fait, il se dessape pas, il s'assoit même pas. C'est-à-dire, il est debout devant moi, figé. Bon, c'est OK parce qu'il a fait déjà des animations théâtre avec moi, donc il me connaît un peu, je sais pas trop. Et puis, en fait, au fur et à mesure des séances, alors là, je te le dis, il m'en a fallu 8 séances. 8 séances. Et à la fin des 8 séances, il a signé un contrat d'apprentissage. Ça, c'est incroyable. Donc, il est allé de lui-même au rendez-vous. Un rendez-vous donc qu'il avait quasiment trouvé seul. Et il a signé son contrat d'apprentissage. Donc, ouais, c'est chouette ça. Quel aurait été pour toi le plus beau changement que tu aurais pu observer chez un de tes clients? Donc peut-être ça, ouais. Celui-ci. Ouais, parce que c'était. Après, il y en a plein. Enfin, il y a. Parce que quand tu te lances, tu sais, tu fonctionnes beaucoup avec des amis, hein, aussi, ou des enfants d'amis que tu vois aussi en difficulté. Et puis, tu vois, la jeune fille avec de l'eczéma, qui a quasiment plus d'eczéma, qui se grattait 20 fois au début, qui à la fin, la dernière séance, donc on a fait 4 séances, elle s'est grattée une fois. Bon, oui, tu te dis, là, il y a quand même un petit truc qui se passe, quoi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à essayer l'art-thérapie? Qu'il n'y a aucune prise de risque, en fait. Essayer l'art-thérapie, c'est s'accorder un moment à soi. Si on ne met pas en place tout le protocole et qu'on reste vraiment sur l'aspect artistique, c'est découvrir une technique aussi. C'est prendre du temps pour soi, c'est lâcher prise. Tout à l'heure, tu me demandais quelles idées reçues, etc. Et je te disais, il y a une différence entre l'art-thérapie puis un atelier artistique. Ouais. Moi, c'est vrai que pour me perfectionner, je me forme encore. C'est-à-dire que je vais moi-même à des ateliers artistiques, je dis pas. Parce que j'ai, même si je suis enseignante en théâtre et que le théâtre, je suis passionnée, que quand j'étais adolescente, j'ai fait aussi une école d'art. Donc, j'ai utilisé tous les médiums, c'est-à-dire la sculpture, l'huile, l'aquarelle. Mais voilà, tu oublies, parce qu'il y a quelques années quand même en arrière. Et je continue toujours à me former. Donc, je vais des fois dans des ateliers, je ne dis pas que je connais, mais j'aime bien découvrir comment on me transmet les techniques. Puis je me dis, mais c'est un moment que je m'accorde. C'est-à-dire, c'est un moment pour moi où je vais être dans ma technique, je vais être dans ma bulle. Et en fait, l'art-thérapie, tu peux venir simplement chercher cette bulle-là de sérénité. Et c'est vrai que je me dis qu'avec le temps, je proposerai sûrement, parce qu'on m'a déjà demandé pour des ateliers en théâtre, tu vois, pendant les vacances scolaires, ou vraiment des ateliers artistiques, pour avoir ce lâcher-prise. Et puis, la personne qui vient la première fois, faut qu'elle vienne en se disant que il n'y a pas on la met pas face à un mur, hein. On travaille vraiment sur quelque chose qui ne va pas la déstabiliser, parce que c'est vraiment quelque chose qui va lui plaire. Et comme je disais, c'est sa partie saine, hein. Donc c'est quelque chose dans laquelle elle doit se sentir en sécurité. Et puis, ça peut être juste une pause. Tu vois, ça peut être juste une pause. Après, le protocole d'accompagnement, il vient par la suite. Donc, tu peux essayer une première séance. C'est plutôt sympa. J'accompagne toujours mes séances parce que à côté, je fais beaucoup de choses. Tout à l'heure, je te le disais sur les énergies, donc ça m'intéresse beaucoup.
Et donc, moi, je fais vibrer une fougère. Alors, ce qui pourrait sembler, en se disant, la fougère, bon, bref. Voilà, il y a un appareil qui est un appareil italien qui permet de faire vibrer les plantes ou les arbres. Et donc, lors de chaque prise de soin, je mets une petite musique qui est en fait une musique de la fougère. C'est la plante qui chante et qui s'adapte en fait au patient, puisqu'il faut savoir que la fougère, elle va combler les acides aminés manquants. Donc, elle va s'adapter au patient. Donc, il est vraiment dans une bulle de bien-être et de sérénité. Donc, en fait, la seule prise de risque possible, c'est de se faire plaisir et de prendre du plaisir. En fait, c'est juste ça. Et si tu pouvais faire passer un seul message à travers ton métier pour clore ce Alors, un podcast. seul message, je dirais que parfois, il faut aussi tenter des choses nouvelles parce que on est quand même assez conditionné sur des pratiques thérapeutiques classiques. Et aujourd'hui, je pense que l'être humain a tellement besoin de se ressourcer et de trouver aussi le moyen de se mettre entre parenthèses et de prendre soin de lui que il faut rester ouvert à toutes ces nouvelles modalités qui peuvent nous accompagner. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre et à liker. Je vous mettrai en lien du coup les coordonnées de Vanessa et je vous laisse là-dessus. À bientôt. Au Ciao. revoir, merci.